Bonjour, chers intervenants. Donc, pour rebondir sur le sondage réalisé par notre partenaire Odoxa tout à l'heure, donc on voit que les Français semblent finalement assez ouverts aux robots et à l'intelligence artificielle, pourvu qu'elles ne volent pas leur emploi. Donc l'IA est perçue à la fois comme une opportunité et un danger. Donc la question du sens de travail se pose, et c'est vraiment une révolution du travail et une révolution de société. Alors, à quoi ressembleraient nos vies si les robots nous libéraient du travail? Et plus particulièrement, c'est quoi le travail aujourd'hui? Donc je demande à Joël de René de bien vouloir répondre à cette question, nous ouvrir un peu nos horizons. Alors j'ai essayé de dire tout à l'heure dans l'introduction, le travail au sens le plus large du terme, c'est la transformation. C'est un processus de transformation. Soit transformer de la matière en une autre matière, soit transformer des informations en d'autres informations, des symboles notamment. Un travailleur intellectuel travaille avec des symboles qu'il retransforme, qu'il recrée, qu'il rediffuse, qu'il redistribue. Donc cette forme de travail-là nécessite, j'avais dit aussi dans l'introduction, de l'énergie, de l'information, du temps et de l'intelligence qui relient ensemble. Alors tout change à partir du moment où on programme dans les robots une intention, un but, un objectif qui est celui que nous avons quand nous nous donnons du travail, quand nous acceptons un travail, quand nous sommes payés pour faire un travail. En général, pour beaucoup de gens, le travail, c'est le CDI, en gros. Le contrat à durée indéterminée dans une entreprise hiérarchique, pyramidale. Je vends mon temps contre un salaire. Et comme ceux qui me payent par ce contrat de travail sont censés surveiller que les buts qu'on m'a donnés dans mon travail, je les effectue, on m'enferme, entre guillemets, dans une boîte qui s'appelle l'entreprise, avec des murs, avec toute une hiérarchie de surveillance, de programmation et de contrôle des gens. Pour beaucoup, c'est ça le travail. Mais en fait, il y a aussi toute une sorte d'activités qui sont considérées comme du travail, mais pas toujours du travail salarié. J'ai parlé tout à l'heure des travailleurs indépendants, mais le travail à la maison d'un père de famille vis-à-vis de ses enfants, d'une maman vis-à-vis de ses enfants, d'un jardinier vis-à-vis de son jardin, d'un artiste vis-à-vis de son œuvre, de sa création, d'un musicien qui compose de la musique, c'est du travail évidemment, mais relié plutôt à l'œuvre créatrice, à l'œuvre. Et c'est ça qui est important, c'est de distinguer le fait que de plus en plus, les robots et l'intelligence artificielle vont prendre une partie de ce travail salarié, traditionnel, qui est d'ailleurs mis en cause aujourd'hui dans beaucoup de cas, on le voit dans la discussion du Code du travail, qui malheureusement ne tient pas du tout compte dans la discussion sur le Code du travail de cette question de l'intelligence artificielle et de la robotique. On ne le lit même pas entre les lignes. C'est le fait que c'est ce travail-là que les gens considèrent comme étant à risque. J'ai parlé tout à l'heure du travail des professions libérales. Et surtout, ce que je voudrais, c'est être positif et terminer cette rapide réponse à Véronique Anger sur comment on va travailler, nous. Là, on a parlé du risque de la perdition de notre travail. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de réfléchir à la manière dont nous allons travailler avec l'intelligence artificielle. Ce qui va tout changer, ce qui change complètement, ce sont les interfaces. Nos interfaces, ce sont les gestes, le langage du corps, la physionomie du visage, les mots, les paroles, les cris, les réponses à la question qu'on nous pose. C'est l'interface humaine. Elle est fondée sur le geste, sur la parole, sur le body language, sur le vêtement aussi, sur la manière de s'habiller, de s'exprimer vis-à-vis de l'extérieur. Avec les robots, l'interface va s'humaniser de plus en plus. Et elle s'humanise par ce qu'on appelle les interfaces humanoïdes ou humaines. Alors évidemment, il y a des robots qui ressemblent à des humains, mais il y a des quantités de robots qui ne ressemblent pas du tout à des humains, qui sont des algorithmes. Ces algorithmes sont dans les ordinateurs, vous ne les voyez pas. Mais ils vont réagir de plus en plus. Prenez le cas de Alexa de Amazon, qui a un succès extraordinaire dans le monde, et la nouvelle box que prépare Apple avec son Apple TV, qui va devenir une sorte de hub dans la maison. Vous communiquez par la parole, et ils vous répondent, ce sont des chatbots, ils vous répondent par la parole. Donc de plus en plus, notre travail va être du genre de poser à Siri cette question. Siri, trouve-moi les photos de la Cité des Sciences, de la conférence d'il y a 2 ans du Forum Changer d'air, dans lequel j'ai parlé de tel sujet avec Edgar Morin. Et Siri va comprendre ce langage-là et va me proposer sur la vidéo de mon smartphone ou sur un écran cette vidéo-là. Donc c'est un dialogue avec les machines qui va de plus en plus s'imposer grâce aux chatbots. Et ce que l'on va voir de plus en plus étonnant, c'est la communication. Alain en parlera tout à l'heure dans ses relations avec Elon Musk. C'est la possibilité de brancher directement le cerveau sur l'intelligence artificielle, plus seulement avec des outils portables, comme notre smartphone, qui est non seulement un outil, un ordinateur très puissant, mais une télécommande universelle, qui nous permet de cliquer dans l'environnement pour nous augmenter,
mais avec des interfaces non invasives. C'est ce que cherche Zuckerberg de Facebook dans son nouveau Building 8, Building 8, qui est très mystérieux d'ailleurs. Si vous googlez Building 8, vous allez essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils y font. Mais il a engagé une personne assez remarquable, on peut la critiquer, qui s'appelle Regina Dugan, qui a été responsable du programme DARPA. Si vous ne savez pas, c'est le programme DARPA, c'est la division de l'armée américaine qui fait des recherches très avancées sur justement l'intelligence artificielle, les robots et les interfaces homme-machine. Et ce que veut faire Facebook, tout simplement dans son Building 8, c'est de créer des nouvelles interfaces entre l'homme et les robots, entre l'homme et l'intelligence artificielle, pour nous augmenter nous-mêmes, aller vers l'intelligence humaine augmentée collaborative, dont j'ai parlé dans l'introduction, grâce à des systèmes qui détectent directement dans le cerveau des mouvements synaptiques, la fluidité synaptique, et surtout qui permettent de uploader, vous savez ce que c'est uploader, quand vous allez télécharger un logiciel, de télécharger dans le cerveau des informations. Les informations peuvent être brèves, mais les informations peuvent être les informations d'un document, d'un rapport ou d'un livre, directement dans le cerveau. Donc, vous imaginez qu'avec les nouvelles interfaces, les chatbots, le travail avec les robots et l'intelligence artificielle va devenir de plus en plus humanisé, comme nous travaillons ensemble entre nous. Et ça pose un challenge formidable pour la formation. Tout à l'heure, on en parlait dès le début, la formation des personnes et la formation des managers à l'utilisation de l'intelligence augmentée dans les entreprises et des gens qui sont eux-mêmes augmentés par cette intelligence artificielle. Merci Joël. Laurence de Villers, vous rentrez d'un voyage, avec France IA. Vous étiez au Japon, aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé là-bas et nous en dire plus sur la stratégie, peut-être aussi de la France, et comparer avec ce qui se passe là-bas? Oui, merci. Moi, je suis chercheur exactement dans les domaines dont vous venez de parler. Donc, je vais parler de mon expérience de chercheur et ce que j'ai vu au Japon et aux États-Unis récemment. Donc, je travaille sur la mise en place de chatbots et de robots affectifs et sociaux, donc avec des interfaces qui sont langagières. On parle à ces machines et puis on peut leur parler de façon affective et la machine peut détecter ce que vous dites, comment vous le dites, raisonner à partir de ces informations dans un contexte, dans une tâche, ou sans tâche d'ailleurs, juste pour discuter, et va vous répondre à partir d'informations qu'elle va chercher sur Internet ou dans la mémoire locale du robot, qu'il s'agisse de vos habitudes, de votre agenda ou d'autres informations. Alors, ces interfaces, je les teste, donc je viens de ramener des États-Unis Alexa, que je suis en train de tester, Google Home, et puis je travaille avec des outils qu'on fait aussi au laboratoire, qui est un laboratoire du CNRS. Moi, je suis professeur aussi à la Sorbonne. Et j'avoue qu'on est encore loin d'une technologie complètement avancée. On travaille sur le dialogue homme-machine depuis 25 ans. Et quand je teste ces systèmes, ils ont très peu de mémoire sur l'interaction en fait, qui est en train de se passer. Donc il ne faut pas avoir des attentes trop poussées sur la gestion du dialogue pour l'instant. Il n'y a pas non plus de gestion de l'empathie, ni des émotions à travers les systèmes que j'ai testés, ni dans Siri d'ailleurs, qui n'a aucune mémoire. Donc on a encore beaucoup de recherches à faire si on veut améliorer ces systèmes. Il ne faut pas non plus vous leurrer sur les performances qu'on pourrait avoir avec du BCI. Donc moi aussi j'ai rencontré Facebook, j'ai rencontré Google ces derniers temps qui ont ces objectifs à travers des labos plus ou moins cachés, comme vous a dit le labo number 8, mais de faire une interface avec vos cerveaux directement. C'est très peu avancé. En plus, pour ma part, je pense que c'est extrêmement intéressant dès lors qu'il s'agit de pathologies qu'on veut gérer et absolument pas lorsqu'il s'agit d'augmenter des humains, à savoir c'est un empiètement terrible sur la vie privée, sur son intellect. Vous voyez, quelqu'un va savoir ce que vous pensez avant même que vous ayez l'intention de le dire. Et je pense qu'aussi, dans l'élaboration de la parole, il y a quelque chose de très dynamique, et des pensées, quelque chose de très dynamique qui n'est pas forcément facile à appréhender à partir de ces interfaces brain, computer, qui tendent à exploser en ce moment. Alors je pense qu'il y a vraiment un aspect très médiatique. Il faut faire attention avec ça. Ce sont des vitrines qu'on nous envoie en disant on est toujours à la pointe, on va encore plus loin. Et ça nous fait assez peur. Et je pense qu'il faut réaliser qu'il ne faut pas avoir peur de ces systèmes parce qu'on n'en est vraiment pas à un aboutissement génial, ni par un réseau super intelligent qui va prendre le pouvoir. Tout ça, ce sont des propos qui ne sont pas scientifiques. Et moi, j'estime qu'il faut par contre se préoccuper déjà de ce qu'on a. Parce que même si c'est une IA faible, même si c'est des systèmes qui travaillent avec
de l'analyse statistique sur des grands corpus de données, ils peuvent déjà être utilisés en prédiction pour reconnaître des visages, pour reconnaître la parole, pour identifier des animaux sur des images, pour faire l'identification d'un cancer sur une image médicale. Donc tout ça risque de changer nos vies maintenant. Et il faut l'anticiper sans avoir peur de cette énorme peur qu'on nous qu'on nous secoue devant le nez, comme quoi tout ça va être hyper intelligent et va prendre le pouvoir. D'accord ? Donc il faut se préoccuper de ça pour différentes raisons. Et je vais revenir à l'objectif qui était aussi de parler du travail. Donc là, on parle de la coévolution humain-machine. C'est important de comprendre que les machines vont être de plus en plus présentes et qu'elles vont modifier nos comportements. Dans le travail, on peut imaginer que... Donc j'ai fait partie de Francia, on a beaucoup discuté sur ces sujets pendant 2 mois. J'ai été au Japon aussi pour en discuter. On a des objectifs très différents, on a des visions très différentes. Nous, on parle des risques, par exemple, en disant qu'il ne faut pas que les gens soient déshumanisés, ni qu'ils soient moins créatifs parce qu'ils vont travailler avec des machines. Et au Japon, on me dit qu'est-ce que c'est que la déshumanisation ? Alors qu'eux-mêmes sont en train de perdre en qualité d'interaction sociale. On le voit à travers les couples qui maintenant ont du mal à se rencontrer, sont très dans une vie artificielle. Alors, je pourrais répondre à des questions sur ces sujets. Pour revenir au travail, on a mis en avant qu'effectivement, il y aurait probablement 10% du... Enfin, c'est pas nous, c'est des rapports qui ont été produits, 10% des emplois qui pourraient être remplacés par des machines, mais la plupart du temps, ce sera de la complémentarité, du compagnonnage qu'il faut trouver avec des systèmes. Même si ça va révolutionner la vie du médecin, de l'avocat et de l'ouvrier, de la vendeuse, etc. Donc, à différents niveaux de connaissances, on va avoir ces machines qui vont venir nous rejoindre. Et donc, dans ce rapport que vous pouvez trouver sur Internet, on décline les risques qui nous semblent importants de déshumanisation, de prise de contrôle par les machines, qui va décider au final. Tout ça est très important. On a beaucoup travaillé sur l'éthique de ces machines. Il faut qu'on en soit conscient dans la société et qu'on prenne tous l'initiative de regarder ce qui va se passer. Donc pour moi, le vrai enjeu, c'est comment on va enseigner, éduquer tout le monde sur ces nouveaux outils et comment on va pouvoir les appréhender au mieux dans différents métiers. Et il y a des actions qui sont intéressantes, qui sont déjà menées avec des syndicats, des grands groupes et des informaticiens pour essayer de comprendre l'ajout en fait de ces techniques dans différents métiers. Et je pense qu'il faut être réaliste sur les avancées actuelles de la technologie, optimiste sur ce qu'on pourrait en obtenir, une augmentation positive. Et il faut absolument se renseigner sur ce que c'est que l'éthique, savoir ce que c'est, et continuer à travailler sur l'idée de rajouter des règles éthiques ou des garde-fous dans tous les systèmes qu'on va mettre en place dans la société. Donc juste pour terminer, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalité » qui s'attache à essayer d'éduquer sur les systèmes qu'on met en œuvre dans ces robots qui sont très opaques, et puis les risques et les règles éthiques et morales qu'il faudrait pouvoir ajouter dans ces techniques. Sachez que dans la recherche, on est sur ces secteurs de pointe qui sont des nouveaux challenges de recherche. La coévolution humain-machine, par exemple, en fait, l'éthologie, l'étude du comportement des humains avec les machines, c'est un vrai secteur de recherche qui est nouveau, dont Facebook et Google aussi s'intéressent beaucoup à ces sujets et vont travailler avec des chercheurs. Merci beaucoup, Laurence. Donc, Jean-Gabriel, vous étiez, vous aussi, je crois, au Japon récemment. Donc, je pense que vous aviez envie, évidemment, de commenter peut-être quelques petites choses que Laurence nous a dites, et puis d'évoquer aussi l'aspect un peu philosophique de l'activité humaine. Donc, je vous laisse nous parler et du Japon et de la philosophie. Je vais effectivement vous parler du Japon et de la philosophie, mais je voudrais commencer tout de même par parler d'un certain nombre d'études qui agitent des chiffons rouges, un peu comme l'a dit Laurence tout de suite, et de façon assez injustifiée. Je vais prendre justement un exemple très récent, une étude qui a été publiée il y a à peu près une dizaine de jours par la très vénérable Université d'Oxford. Comme moi, certainement, vous avez tous un grand respect pour cette université. L'article qui a été publié, donc sous le label d'Oxford, j'insiste là-dessus, nous dit que l'intelligence artificielle dépassera les humains dans de nombreuses activités au cours des 10 prochaines années.
Et donc, comme tous les Français, vous avez peur parce que vous vous dites il n'y aura plus de travail. Hein? Alors, je vais quand même lire les activités dont on nous dit qu'elles vont disparaître. La traduction des langues. D'ici à 2024, les machines le feront toutes automatiquement. Alors ça pose quand même une question, parce que nous avons des petits traducteurs automatiques. Ils marchent à peu près pour certaines choses, lorsque le contexte est bien défini. Mais la traduction des langues, entre traduire un message usuel et puis traduire un roman, traduire de la poésie, ben, il y a une marge extrêmement grande, parce que la traduction des langues, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Donc il y a des choses très simples à faire, on commence à les faire, et il n'y a pas de doute qu'on saura bien les faire, mais la traduction totale des langues, c'est-à-dire se passer des emplois de traducteurs, alors ça, moi, je n'y crois pas. Je ne pense pas que dans 8 ans, on se passera de traducteurs. Mais ça va plus loin. Hein. Cette étude nous dit la rédaction d'essais scolaires à l'école, d'ici 2026. La conduite d'un camion, d'ici 2027. Alors là, bon, on y croit, on voit les voitures autonomes Google, encore que quand on regarde dans le détail, c'est un peu plus compliqué. Le travail dans le commerce de détail, d'ici 2031. Écrire un best-seller. Alors là, c'est encore incroyable. Vous aviez un très beau roman l'an dernier qui s'appelait Ada d'Antoine Bello, où il expliquait que on allait fabriquer une machine qui allait écrire un best-seller. C'était très intéressant parce qu'il nous parlait de toutes les recettes pour faire un best-seller. Sauf que, bon, justement, ce qui fait un best-seller, c'est qu'il n'y a pas de recette. C'est que, bon, on essaye. Hein. Il y a quand même pas mal de gens qui essayent de mettre tous les ingrédients. Ça ne marche jamais. Ça surprend un tout petit peu. Donc, d'ici 2049. Et puis ensuite, on vous dit travailler en tant que chirurgien d'ici 2053. Alors là, bon, on commence à avoir un peu peur. Enfin, on se dit quand même pour que beaucoup d'entre nous, on sera très âgés. Hein. Mais enfin, ça pose. Alors, ces chercheurs croient qu'il y a 50% de chances que l'intelligence artificielle soit supérieure à celle des humains dans toutes les tâches en 45 ans. Et l'automatisation de tous les emplois humains en 120 ans. Les répondants asiatiques attendent ces dates beaucoup plus tôt que les Nord-Américains. Alors, le problème, c'est que quand vous lisez l'article en détail, vous vous rendez compte qu'à l'intérieur, il y a une méthode d'enquête qui est tout à fait discutable. Ils sont allés à la conférence NIPS, que Laurence et moi connaissons bien, et ils ont interviewé les chercheurs. Alors, est-ce que ce sont les mieux placés pour parler de la disparition des métiers? Ça, c'est une grande question. Et en plus de ça, ils n'ont eu que 20% de réponses des chercheurs. Donc, c'est une étude totalement fantaisiste qui est faite simplement pour agiter un chiffon rouge, mais qui n'a aucun fondement. Alors là, le deuxième point de mon intervention, ce serait sur l'aspect philosophique. Qu'entend-on par travail? Comme l'a dit Joël de René tout à l'heure, il y a plusieurs types d'activités humaines. Alors, pour résumer les choses, je voudrais me référer à un très beau livre, en français, La condition de l'homme moderne, en anglais, The Human Condition, écrit par Hannah Arendt, où elle essaye d'analyser les différentes formes d'activité humaine. Et là, elle distingue 3 activités. Elle distingue le travail, ce qu'elle appelle le labor, c'est-à-dire l'activité qui permet de survivre, d'assumer ses besoins quotidiens, qui est en général pénible. Le labeur, c'est effectivement ce qui détruit l'homme, ce qui le fatigue. Et puis il y a un deuxième type d'activité, l'œuvre. Et en général, dans l'Antiquité, on essayait de se dégager du labeur, il y avait des esclaves, et puis les hommes libres pouvaient se consacrer à leur œuvre. Et puis la troisième chose, c'est l'action politique. Alors qu'est-ce qui se produit aujourd'hui avec les robots? Eh bien effectivement, un certain nombre de travaux, de labeurs sont en train de disparaître. Et ça n'est pas tragique. Et je trouve même que c'est positif. Parce que le travail de l'agriculteur à la charrue, le travail de l'homme à l'établi, ne sont pas des choses particulièrement épanouissantes. Mais en revanche, les autres activités humaines, en particulier l'œuvre, et puis certains autres travaux d'ailleurs, sur lesquels je n'insisterai pas, eh bien, eux, ils vont se développer, à mon sens, avec la robotique. Pour mettre en œuvre les systèmes d'apprentissage, il faut beaucoup de compétences. Pour écrire des articles
dans le monde numérique aujourd'hui, il faut être capable d'interpréter des données, ça donne de nouveaux métiers comme le data journalisme. Et puis on peut décliner, toutes les activités humaines se transforment avec le numérique, et tout ça, à mon sens, est extrêmement positif. De même, l'action dans le monde, l'action politique, peut être amenée à se développer parce qu'en dégageant du temps libre, on peut avoir plus de débats. Et là encore, le numérique, à mon sens, joue un rôle extrêmement positif. Donc pour conclure, l'activité humaine ne disparaît pas. Il y a de nouvelles formes d'activité humaine. Simplement, pour les exercer, il faut avoir une compétence. Et la formation est tout à fait essentielle. Formation initiale, hybride, entre le numérique et des formations plus classiques. Et puis, formation tout au long de la vie. Je crois que c'est tout à fait essentiel. Et c'est ça, je crois, qu'il faut expliquer. Puis, je vois qu'il reste peu de temps. Alors, je voudrais maintenant parler de mon voyage au Japon. Vous avez encore deux bonnes minutes. Allez-y. Alors, pour le voyage au Japon, c'était quand même très intéressant parce que j'ai discuté avec un certain nombre de gens, entre autres de dirigeants de centres de recherche, et il y en avait un qui avait été en France. Et il m'a dit, voilà, vous voyez, l'attitude vis-à-vis des technologies est complètement différente dans notre pays, au Japon et en France. Parce que vous craignez la disparition de l'emploi. Et bien sûr, ça se comprend parce que vous avez un problème de chômage important. Il dit, mais nous, on a une situation complètement différente. Comme l'a dit Laurence, au Japon, il y a très peu d'enfants par femme, 1,2 enfants par femme. Et les gens sont tellement occupés qu'ils n'arrivent même pas à se reproduire d'une certaine façon. Donc c'est une société qui est un peu hantée par cette idée qu'elle ne va plus arriver à assumer les activités humaines. Comme il y a 1,2 enfants par femme, il y aura de moins en moins de gens qui travailleront, de plus en plus de gens âgés. Et donc, ce que l'on cherche, c'est à utiliser des robots pour résoudre ce problème dramatique. C'est que les hommes, les femmes ne sauront plus faire face aux exigences du travail. Alors vous me direz, il y a une solution. Ils pourraient faire venir des travailleurs étrangers. Mais ça, au Japon, on ne veut pas. Donc, c'est un des problèmes. Ils voudraient effectivement continuer à avoir une grande productivité sans immigration. Et donc, pour ça, ils ont une vue très positive des robots. Alors, pour conclure, je crois que ni en France ou on craint que les robots nous prennent toute forme d'activité et les assument à notre place, on a tort, parce que je crois qu'il y a plein d'autres activités qui vont se faire avec l'intelligence artificielle. Ça va transformer l'activité, je suis tout à fait d'accord avec Joël là-dessus. Et puis, au Japon, je pense qu'il se trompe, parce que je ne pense pas qu'on puisse résoudre le problème du travail et surtout le problème des personnes âgées uniquement avec des robots. En tout cas, il faut faire très attention, parce que si c'est juste pour mettre des robots pour s'occuper des personnes âgées, le sort et le destin des personnes âgées dans ce monde-là risque d'être absolument tragique. Merci. Merci Jean-Gabriel. Nicolas Tesser, chez Roland Berger, vous réfléchissez beaucoup, notamment en tous les cas, aux impacts donc, des robots de l'IA sur les nouvelles pratiques et sur la gouvernance dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Oui, d'abord, bonjour à tous, et je vais essayer de faire preuve d'humilité parce qu'il y a en matière de gouvernance d'entreprise beaucoup de diversité lorsqu'il s'agit d'aborder le sujet des technologies, de l'intelligence artificielle et des robots. Et je vais faire part de quelques observations que l'on peut tirer de projets que l'on conduit alors en France, mais également en Europe, et y compris dans des pays émergents. Je pense en particulier à l'Afrique et à l'Asie du Sud-Est. Une première remarque, et là je pense que c'est une remarque assez générale, c'est qu'on est sorti de cette période où on devait faire face à un double risque face aux technologies. D'une part, un risque de dénégation, qui était le digital ne va pas nous impacter, les technologies, c'est pas pour nous, ou ça va avoir un impact mineur sur notre industrie. Ce premier risque-là, il a disparu. Et puis le deuxième risque qui a également disparu, c'est le risque de surestimation, qui consiste à dire pour un état-major ou pour un board, qu'est-ce que vous attendez, faites de la transformation digitale, changez de technologie, et cela va régler tous vos problèmes. Donc ce double risque, il a disparu. Aujourd'hui, tout le monde sait que le numérique, les technologies, c'est plus une option, c'est devenu un impératif, une nécessité. Et donc, on s'aperçoit qu'au niveau des boards et au niveau des équipes de management, la discussion
porte de plus en plus souvent, de plus en plus fréquemment sur ces sujets-là, et elle est de plus en plus documentée. Alors, pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est que on a observé 3 grandes tendances en termes de déformation de filières ou en termes de déformation de structures compétitives. La première, c'est la substitution. Vous avez, avec les technologies, un nouvel acteur qui rentre dans un business et qui va faire disparaître, c'est l'industrie de la photographie avec Kodak, mais qui fait plus que faire disparaître un acteur dominant, qui change complètement la pratique, les comportements des utilisateurs par rapport à ce qui était auparavant la photographie et qui aujourd'hui est devenu un média complètement différent de ce qu'on avait l'habitude d'avoir il y a de cela une dizaine d'années. Ça, c'est un mécanisme de substitution. Vous avez un deuxième mécanisme qui va impacter ou qui va nourrir les discussions entre les équipes de management et les boards, c'est des tendances de cohabitation. La cohabitation, c'est ce qui arrive à un groupe comme Accor, lorsqu'il y a un Booking.com qui émerge, ou lorsqu'il y a un TripAdvisor qui émerge, et qui va avoir 2 impacts très très importants. Le premier, c'est une augmentation drastique des coûts commerciaux. Pour Accor, ça a été tout de suite 10% du fait de l'émergence, de la généralisation de plateformes type Booking.com. Et puis également un rapport complètement différent au client final, puisque quand vous arrivez dans un hôtel et que vous avez un flexible de douche qui est cassé, vous prenez votre iPhone, vous prenez une photo, vous la mettez sur TripAdvisor, c'est toute la réputation d'un hôtel qui est à reconstruire. Donc ça, c'est des mécanismes de cohabitation où l'entreprise doit apprendre à fonctionner, à travailler, à s'articuler avec des startups ou avec des plateformes, qui d'ailleurs peuvent être mondiales. Et puis après, il y a un troisième mécanisme d'évolution de ces filières industrielles, c'est un mécanisme d'hybridation. L'hybridation, c'est quoi? C'est ce qui se passe aujourd'hui sur le véhicule connecté. On est obligé d'avoir des entreprises traditionnelles et des entreprises innovantes, des startups, qui fonctionnent ensemble si on veut développer un véhicule connecté. Et donc par rapport à ces 3 phénomènes qui sont la substitution, qui sont la cohabitation et qui sont l'hybridation, les boards et les équipes de management sont obligés de développer un nouveau modèle de stratégie. Auparavant, la stratégie, c'était une stratégie d'indifférence par rapport à tous les autres acteurs de mon industrie. Lorsqu'on est leader, on ne fait pas trop attention à ce que font les autres. Donc beaucoup de stratégies d'indifférence, c'était il y a quelques années. Puis il y a eu des stratégies d'agressivité, où on arrive à identifier les acteurs qui sont les plus compétitifs ou les plus dangereux, et on va les agresser avec plus de singularité, avec des parcours clients différents, etc. Et puis aujourd'hui, on voit se développer, et ça c'est valable pour tous les grands acteurs traditionnels, des stratégies d'empathie avec des entreprises innovantes. On comprend qu'on ne peut pas tout faire par soi-même lorsqu'il s'agit d'aborder des problématiques de technologie, lorsqu'il s'agit d'aborder des problématiques de relations clients extrêmement différentes de ce qu'on abordait auparavant. Aujourd'hui, il y a une très très forte exigence des clients pour avoir des parcours clients hyper continus, hyper connectés. C'est l'expérience de WeChat en Asie, en fait, une entreprise qui a été créée il y a moins de 10 ans et qui arrive à développer 900 millions de clients et à devenir un intermédiaire un peu obligatoire sur toutes les opérations de e-commerce. Pourquoi? Parce que la pierre angulaire des usages aujourd'hui devient le mobile. On a, en octobre 2016, dépassé le momentum, en fait, où les connexions Internet sont plus fréquentes sur le mobile que sur un ordinateur, du fait des pays émergents. Mais on vient d'atteindre ce momentum en France également. Donc de plus en plus, le mobile devient la pierre angulaire des technologies de la révolution numérique. Donc de plus en plus, les équipes, les board members, les conseils d'administration nous demandent de les éclairer sur ces nouveaux enjeux stratégiques, ces nouveaux enjeux économiques et bien sûr sur ces nouveaux modèles d'organisation à mettre en place dans les entreprises pour faire face à ces ruptures technologiques, que ce soit la data, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit la robotique. Et donc on est de plus en plus interpellé dans toutes les filières, dans tous les pays, sur comment arriver à assurer une meilleure gouvernance par rapport à ces sujets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, a-t-on les bons actifs technologiques? A-t-on les bons actifs humains? A-t-on les bons écosystèmes? Et puis, comment arrive-t-on à mesurer la rentabilité des investissements que l'on fait dans le numérique?
Merci beaucoup. Françoise Mercadal de la Salle, vous, au sein de la Société Générale, vous êtes vraiment une praticienne. Vous avez un peu les mains dans le cambouis, si j'ose dire, puisque vous pouvez nous parler en fait de la révolution du numérique avec des vrais gens dans la vraie vie. Donc comment ça se passe? Quels sont les blocages, les impacts visibles, les échecs, les réussites aussi? Véronique, je crois que comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a déjà changé d'air, ou en tout cas le bouleversement et le changement est considérable, je dirais depuis 10 ans, dans une accélération énorme. Ce qui a changé ces 10 dernières années est important, mais je pense que c'est rien comparativement à ce qui va changer dans les 10 prochaines. Ce qui a changé, c'est toute la relation client, comme vous venez de le dire. Avec dans notre industrie tout ce qui est transactionnel qui est désormais digitalisé et qui passe par le smartphone. C'est la façon dont nous travaillons ensemble au sein de l'entreprise. Et ça, j'insiste, c'est déjà un mouvement qui est à l'œuvre dans le sens d'une beaucoup plus grande horizontalisation de l'organisation, des modes de fonctionnement. On parle beaucoup de méthodes agiles, on parle de méthodes holacratiques. Tout ça, c'est des concepts. Dans la réalité, on a besoin de fonctionner de manière beaucoup plus décentralisée, de manière beaucoup plus intuitive, de manière beaucoup plus organique dans l'entreprise. Ce qui a changé aussi d'ores et déjà, c'est tout le backbone technologique. Quand on est une vieille entreprise comme la nôtre, 150 ans d'histoire, on vit sur des systèmes d'information qui sont des couches accumulées de vieux langages et de vieilles machines. Et il a fallu, en l'espace de très très peu d'années, passer à un système qui soit de plus en plus cloudifié, à un système qui soit de plus en plus apaisé, qui soit de plus en plus ouvert, qui fait face désormais à des attaques, à de la cybercriminalité en continu. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça a généré dans toute la population technologique de l'entreprise, il y a plus de 20 000 informaticiens qui travaillent chez Société Générale pour un groupe de 250 000 personnes. Ça a nécessité déjà des changements et de comportements extraordinairement importants. Mais ce que je pense, c'est que cette transformation-là, de la relation client, de nos façons de travailler, du backbone technologique, encore une fois, c'est assez peu de choses face à ce qui nous attend dans les 10 prochaines années, justement parce que l'intelligence artificielle et la robotisation n'en sont qu'à leur début dans notre organisation. Je visitais il y a quelques jours l'usine de turbines de Siemens à Berlin. Et pour reprendre ce que vous disiez, Monsieur Deronet, dans cette usine qui fabrique des turbines géantes, il n'y a pas un seul homme. Et quand je discutais avec les responsables de l'usine pour leur dire « mais quelle est la prochaine révolution ?» Ils me disaient « la prochaine révolution, c'est celle qui va toucher l'école blanc. L'école bleue, c'est déjà fait. Il y aura encore des évolutions, mais finalement faibles par rapport à ce qui va se passer pour l'école blanc. » Et je pense que c'est ce qui va évidemment déferler dans nos entreprises qui sont des entreprises de services. Alors, comment on s'y prépare et comment on démarre très très concrètement? Nous, on a commencé par s'occuper des data. Alors, on est extrêmement loin d'avoir puisé toute l'énergie de ce pétrole que constituent les data dans une organisation comme la banque, qui en détient, comme vous pouvez l'imaginer, évidemment des quantités absolument considérables, dont nous ne faisons aujourd'hui quasi strictement rien. Et donc après avoir compris l'évolution des modèles, des business models, des grands GAFA de ce monde qui vivent de la donnée gratuite que vous leur fournissez, j'insiste là-dessus, c'est quand même assez intéressant, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on travaille tout ça. Donc nous avons mis en place, là aussi, les backbones technologiques nécessaires pour commencer à aller utiliser cette donnée. Il faut mettre en place des data lakes, tout ça est complexe. Il faut commencer à recruter des gens qui savent ce que c'est qu'une data et qui savent commencer à l'utiliser, quelques data scientists. Quand on a réussi à attirer ces populations-là, qui vont préférentiellement chez Facebook ou chez Google, on est extrêmement content.
Et on commence à démarrer un certain nombre de POC, de Proof of Concept, sur les grands sujets qui nous préoccupent. Nous, on a commencé par des choses fondamentales pour la banque et pour vous, ses clients, qui sont la lutte contre la fraude, par exemple. L'intelligence artificielle, ou en tout cas les débuts d'intelligence que nous utilisons, est extraordinairement efficace pour aller détecter des comportements anachroniques dans l'utilisation de vos cartes. Si vous avez été un distributeur à Rueil-Malmaison et puis que 3 minutes après, vous tirez de l'argent à Hong Kong, il y a quelque chose d'assez aberrant que les machines détectent immédiatement. Mais le pilotage financier de l'entreprise, une banque, vous savez que c'est cet organisme qui fait tourner l'argent et circuler la monnaie dans la meilleure allocation des capitaux et des risques au sein de la banque. L'intelligence artificielle est extraordinairement aidante également. Et puis toute une série d'autres POC qui sont en train d'arriver. En parallèle, je dirais, nous avons mis en place également les débuts de la robotisation. Et c'est un petit peu différent. Et les robots que nous utilisons, que nous commençons à utiliser, finalement, sont assez peu intelligents à ce stade. Ce sont des robots qui sont capables de remplacer un certain nombre de tâches humaines. Et alors là, comment est-ce que nous avons procédé? Nous avons fait une analyse fine des tâches que nous exercions, en particulier dans ce qu'on appelle les fonctions support de la banque. Et on s'est rendu compte, en analysant vraiment très finement les tâches de chacune des personnes, je vous dis des choses extraordinairement concrètes, il y a probablement 10 à 15% d'ores et déjà des tâches que nous exécutons, qui sont des tâches basiques, bêtes, qui nous prennent du temps, qui n'ont que très très peu de valeur ajoutée finalement, et qui peuvent être immédiatement remplacées par des robots. Des robots qui iront, dans un premier temps, chercher dans des bases de données, chercher de l'information, qui iront passer d'un système à l'autre. Et ce sont ces premières choses qu'on utilise. Mais d'emblée, avant même que ces robots ne soient véritablement intelligents, environ 15% des tâches sont adressables. Ça remet en question là encore, une nouvelle fois, toutes nos façons de travailler, parce que ces robots, finalement, il va falloir qu'on les manage. Donc nous avons des fermes de robots qu'il va falloir qu'on manage comme des humains finalement. Il faut qu'ils s'identifient, il faut qu'on puisse les tracer, qu'on trace leur route à l'intérieur des systèmes. Et tout ça donc va changer progressivement une nouvelle fois, et je pense assez rapidement, nos façons de travailler. Alors, je pense moi que tout ça va très vite. Je pense que tout ça va aller extraordinairement vite. Je pense, et je l'ai déjà dit, qu'il y a assez peu de limites à l'évolution de l'intelligence artificielle. Et donc finalement, que le défi qui nous est adressé à nous, qui sommes des humains et qui manageons des humains dans des grandes organisations d'humains, ça va être un challenge qui tient finalement en trois mots. D'une part, et je pense que c'est le premier, c'est la libération de la créativité. C'est-à-dire que je pense que l'enjeu, c'est de libérer l'intelligence collective, ce que nous n'avons pas fait encore suffisamment dans nos organisations, qui sont les héritières encore de la révolution industrielle du 19e siècle et des organisations du 19e siècle. Il faut libérer l'intelligence et la créativité des humains parce qu'elle est juste considérable, et que quand vous leur donnez la main dans des modes de fonctionnement, ou vous leur donnez le pouvoir dans des modes de fonctionnement différents, vous voyez jaillir des choses qui sont absolument hallucinantes. Donc libération de la créativité. Deuxièmement, vous l'avez déjà tous dit, mais c'est tellement fondamental, c'est l'apprentissage tout au long de la vie, qui est la responsabilité de l'entreprise. Et enfin, comme ça a été dit également, quelque chose qui est l'éthique. Parce que nous voyons qu'avec ces nouveaux outils, on peut tout faire. On peut tout faire, et on peut faire beaucoup de conneries. Et on peut faire des choses qui sont menaçantes pour nous, pour nos valeurs, pour l'espèce humaine. Je pense qu'il faut y faire extraordinairement attention. Modulo tout ça, je pense que c'est une formidable opportunité. Merci beaucoup. Guy Valencien, vous avez écrit un livre, donc Homo Artificialis, plaidoyer pour un humanisme numérique. Donc je pense que votre regard de médecin sera vraiment très intéressant sur à la fois le travail, la formation, la relation médecin-patient. Et voilà, je vous laisse la parole. Merci.
Mais c'est vrai que quand j'étais jeune chirurgien à l'hôpital de la Pitié, debout, appuyé contre la table d'opération, plongeant les mains dans le corps du malade pour lui retirer un cancer, je ne pensais absolument pas que moins de 20 ans plus tard, je me retrouverais dégagé de la table d'opération, assis peinard à une console de travail, à 3 mètres de là, en manipulant des petites joysticks et en mettant mes yeux dans des oculaires qui me permettent une vision 3D exceptionnelle. La prostate grosse comme une noix apparaît comme un melon. Et je ne mesurais pas non plus que j'étais un pauvre être pâteau et lent. C'est vrai que quand vous regardez, je ne peux pas faire 360 degrés, le radius et le cubitus se chevauchent. J'ai donc une limitation ergonomique à l'action. Alors que quand je me télémanipule les bras du robot, lui fait 360 degrés 1000 fois dans un sens ou 1000 fois dans l'autre sans se fatiguer. Donc me voilà très embêté. Pauvre chirurgien que je suis, que vais-je devenir? Et moi, et moi, et moi, comme disait Dutronc dans sa chanson. 700 millions de Chinois à l'époque. Et moi, et moi, et moi. Eh bien, on voit très bien que le rôle du médecin va être bouleversé. La machine pensante va faire le diagnostic de plus en plus. C'est déjà fait. Watson a déjà rattrapé des erreurs diagnostiques. Donc, je vais être dégagé de ce savoir-là, qui est partagé de plus en plus avec la malade, et c'est bien. En termes d'action, la même chose. Je vais être de plus en plus dégagé par la machine. Sachez que je ne suis pas le seul en tant que chirurgien à être en proie à la cohabitation avec les robots. L'anesthésiste aussi. Cédasis, le robot fait par Johnson & Johnson, existe aux États-Unis, mais le lobby de mes collègues américains s'est ligué pour empêcher qu'il ne se développe. Ça ne durera pas. Ils jouent comme des ludites ou des canutes, mais demain, la machine les bousculera parce que de toute façon, à 200 € de l'heure pour le robot et à 2000 € de l'heure pour l'homme, il n'y a pas photo. Économiquement, l'homme perdra. Pareil pour le robot infirmier qui existe, qui pique mieux la veine que la petite infirmière débutante qui vous fait un hématome gros comme de 3 ou 4 cm de carré. Le robot aide-soignant, une aide-soignante porte à peu près 1 tonne par jour. Eh bien, il sera bien plus utile d'avoir ces petits humanoïdes qui vont porter les malades pour changer le lit. On peut multiplier à l'infini le robot brancardier, le robot administrateur. Bref, nous allons être impactés de plus en plus avec ces machines. Il faudra savoir vivre avec elles. Ça, j'en suis convaincu. Mais nous aurons encore... Notre rôle sera lequel? Il va devenir celui de la relation plus-plus. Aujourd'hui, le médecin va trop vite, n'a pas le temps d'écouter, prescrit à toute vitesse sans entendre celui ou celle qui est en face de lui. Et on va revenir à cette relation forte du rôle médical, de la relation humaine, où à la fin de la consultation, la personne malade vous dit « Et docteur, si c'était vous ?» Et c'est là la confiance. On va retrouver cette confiance que nous avions perdue peu à peu sous les effets de la technologie. Le malade vous demande « Faites pour moi ce que vous feriez pour vous ». Il nous demande l'expérience. Et l'expérience n'est pas le savoir. L'expérience est tout autre chose. Et c'est ça, voilà notre valeur ajoutée demain de médecin. C'est cette expérience et cette relation à l'homme, à la femme, à l'enfant malade, qui ne rentrera pas toujours dans les moules qui vont nous être imposés par les ordinateurs. Dans tel stade, à tel grade de tumeur, on fera comme ça, très bien. D'accord, mais on est en face de soi quelqu'un qui est un être vivant, unique dans sa personne, et qui, pour des raisons parfois personnelles, familiales, socio-professionnelles, culturelles ou religieuses, ne rentrera pas dans ces moules. Et ce sera mon rôle de médecin de transgresser les ordres établis de la société pour répondre à une personne donnée. Voilà ma valeur. Je serai le curé de demain, en fait. Bon, les prêtres disparaissent, les gourous fleurissent, le médecin va revivre, il va se développer. J'en suis convaincu et j'ai bien espoir. Mais à ceci près que autant je suis de ceux qui considèrent qu'il est tout à fait logique d'utiliser tous les éléments de la science pour comprendre l'univers et le vivant dont nous faisons partie, pas de principe de précaution à la recherche, merci, surtout pas. En revanche, je m'inquiète énormément des dérives transhumanistes. Je suis là pour réparer. Je dois pouvoir créer un cyborg pour réparer l'homme, la femme ou l'enfant malade, pour le remettre dans son état de liberté. Oui, moi-même j'en suis un cyborg. J'ai des réparations à l'intérieur. Mais je ne voudrais surtout pas qu'on passe de cette réparation à l'augmentation brute de la cognition et des capacités physiques au nom de quoi? Et pour quel sens? Ce qui m'intéresse, c'est la densité d'être. Je n'ai pas envie de calculer plus vite sur des nombres plus grands et je n'ai pas envie de porter 300 kilos et de courir à 100 km/h. Je m'en fous et je n'ai pas envie de vivre 1000 ans ou de devenir immortel. C'est encore pire. C'est encore pire parce que vous savez bien que la nature est faite en sorte que c'est parce que nous mourrons que nous transmettons. Et que si nous nous mettons à vivre 1000 ans, nous allons devenir des vieux cons par rapport à l'évolution du monde qui, lui, continue.
Et on se regardera comme ça, mais qu'est-ce qui va se passer? Rien. Vous savez bien que les moustiques ont 250 millions d'années, ils vivent 15 jours à 3 semaines, ils sont tout petits. Ils changent tout le temps. Quand vous mutez, quand vous avez des enfants, vous avez des dizaines de mutations génétiques par rapport aux parents. C'est ça qui fait la vie. Et oublions de croire que la mort est quelque chose d'affreux, parce que nous sommes dans un Occident chrétien où on a un Christ en croix flagellé. C'est terrible comme image. La mort n'est qu'un passage. Et véritablement, je pense que nous n'avons surtout pas à nous augmenter. C'est une folie démiurgique à la Mark Zuckerberg qui vous dit « En 2100, nous aurons guéri les maladies. » Oh, il peut le raconter, l'imbécile, mais je voudrais être en face de lui. Il n'a pas compris que les épidémies sont là et continueront, que les petites bêtes mutent. Les cyanobactéries ont 3 milliards et demi d'années. Elles ont vécu la plus grande catastrophe planétaire, la grande oxydation, il y a 2 milliards et demi d'années où 98% de la vie est morte. Elles sont toujours là, vivantes. Donc attention, hein, elles pourraient elles aussi muter et nous embarquer dans des drames. Donc je trouve qu'il y a un côté totalement fou de ce qui se passe du côté de l'Ouest américain et de l'Est chinois, où on est rentré dans un monde qui n'est plus le mien. Et je pense qu'il va falloir retrouver de l'humanité, il va falloir retrouver de la sagesse, au vrai sens du terme. Utilisons toutes les technologies, toutes les techniques pour nous aider à notre liberté. Ne cherchons pas à nous augmenter. Merci beaucoup. Alors, Alain Dupas, vous êtes physicien et vous observez toutes les grands défis de l'IA, finalement, tous les grands projets. Alors, vous allez me dire que maintenant, tout a été dit, mais moi, je crois que pas. Vous avez encore beaucoup de choses à dire, notamment, on parlait de sagesse tout à l'heure, et je pense que vous aviez pas mal une vraie réflexion sur la fusion humain-machine et sur la responsabilité des humains vis-à-vis de la toute-puissance des machines. Alors, je vous laisse vous exprimer. Bien, merci. Bonjour à tout le monde. C'est pas forcément facile de parler après le professeur Valencien. Mais bon, je vais pas tout à fait cantonner. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais pas exactement m'en tenir à ce que j'avais prévu. Mais tout d'abord, je remarque quand même que derrière, là, c'est pas derrière nous, mais sur l'affiche, le travail au robot, la vie des humains, ce qu'il y a, c'est évidemment un dessin inspiré de Michel-Ange et de la chapelle Sixtine, dans lequel Dieu, eh bien, en fait, insuffle la vie à sa créature. Et là, naturellement, vous avez parlé de Démiurge. Eh bien, est-ce que l'homme est en train d'insuffler l'intelligence aux machines ? Et jusqu'où ça va effectivement aller, je dirais qu'on est comme, il y a quand même quelque part beaucoup de certain mysticisme qui est sous-jacent derrière toutes ces réflexions. Je voudrais quand même parler un petit peu de limites, parce que vous prenez la main de l'homme, vous prenez donc la main du robot, mais entre les deux, vous mettez 100 millions de kilomètres ou 150 millions de kilomètres, c'est-à-dire vous mettez le robot sur Mars. Et ça existe en ce moment, ce robot le plus sophistiqué qui est sur Mars, qui est un des robots les plus sophistiqués qui a été réalisé par l'espèce humaine, s'appelle Curiosity. Eh bien, il est donc piloté par toute une armée d'humains qui sont sur Terre, qui communiquent avec lui. Et en dépit de tout le fait que ce soit vraiment un sommet de la technologie, eh bien, en 4 ans, il a parcouru une dizaine de kilomètres. Il n'arrive pas à faire plus de quelques mètres par jour. Et il est bardé de capteurs, de caméras, de senseurs, bon. Et donc, le robot le plus sophistiqué dans un environnement qui n'est pas un environnement préparé pour lui, eh bien, il est très peu capable. Bon, moi, je suis quelqu'un qui travaille essentiellement dans le spatial, beaucoup travaillent dans le spatial. Bon, mais mes amis astronautes considèrent que, eh bien, s'ils étaient sur Mars, ce que Curiosity a fait en 4 ans, eh bien, ils le feraient probablement en 1 semaine. D'autant plus qu'on pourrait avoir sur place directement des chercheurs. Et donc, ça, c'est un point particulier. On est encore très loin. Je pense que la question de la complexité de l'intelligence humaine par rapport à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, le rapport est absolument incommensurable et probablement très difficile à définir en plus. Donc, il faut faire attention. C'est vraiment un sommet de la technologie. Curiosity, je l'ai vu avant qu'il soit lancé, quand on préparait son atterrissage, quand on répétait son atterrissage sur Mars, c'était absolument extraordinaire. C'est vraiment, ce qu'il arrive à faire,
C'est très, très, très limité. Et je pense que d'ailleurs, tous ceux qui ont travaillé dans les laboratoires, qui ont fait de la recherche, savent très bien qu'ils n'imaginent pas qu'ils vont être remplacés par des robots. Les robots sont là pour les aider. Et bon, alors maintenant, ça c'est une première question, c'est une question de limite. Je dirais aussi, il y a quand même on n'a pas entendu parler aujourd'hui, mais il y a quand même un paradoxe qui est souvent souligné par les économistes, qui eux-mêmes utilisent beaucoup de data, c'est de dire, mais la productivité liée à l'augmentation des capacités de calcul, extraordinaire depuis le milieu des années 60 et depuis qu'il y a la loi de Moore, où est-ce qu'est la productivité? Alors, on ne la voit pas dans les données économiques. Bon, la croissance, alors, vous avez quand même une capacité de calcul qui a été multipliée par des milliards, et je veux pas. Mais où est-ce qu'on trouve le résultat? Alors, personnellement, j'ai une interprétation, c'est qu'à mesure qu'on introduit des systèmes des systèmes de calcul, en fait, des algorithmes, des machines, des systèmes de traitement, on augmente la complexité des systèmes. Et la question, c'est de savoir si la complexité croît plus vite que les moyens qu'on a pour résoudre cette complexité. Et moi, je le vois dans un domaine que je connais très bien, c'est celui, par exemple, on va envoyer des hommes sur la Lune. Bon, c'est une question qui a été résolue en 8 ans dans les années 60. Le début du programme a commencé avant qu'il y ait même un circuit intégré. Le premier circuit intégré, c'est 1964. Donc là, le programme a été décidé en 61 et en 69, il y avait des hommes qui marchaient sur la Lune. Bon, aujourd'hui, les Américains, et avec d'ailleurs de partenaires internationaux, dont les Européens, veulent retourner sur la Lune. Bien, c'est plus long. C'est plus cher, c'est plus complexe et manifestement, c'est aussi plus risqué. Donc là, on se dit, cherchez l'erreur. Compte tenu du fait que la NASA disposait probablement vers 1965 de capacité de calcul bien inférieure à celle que j'ai dans ma poche, comme chacun d'entre nous avec son smartphone. Donc il y a un vrai problème de question de complexité. Bon, alors maintenant, cela étant, il y a une autre part. On parlait quand même là justement des murs, de la Silicon Valley ou bien de l'est de la Chine. Il se trouve que on parle beaucoup de ces questions, parce que ce sont des interrogations qui sont posées par des personnes qui ont fait vraiment, qui ont fait non seulement leur réputation, mais qui ont transformé le monde avec des innovations, des sociétés, alors Facebook, bien sûr Google, Amazon, qui est particulièrement aussi en pointe, etc., et qui se soucient de cela. Il faut remarquer une chose, ils ont tous un point commun. Ce sont tous au départ des codeurs. Ils ont codé, ils ont fait des lignes de code. Ce que j'ai fait quand je faisais ma thèse, mais que j'ai pas fait depuis quand même un certain temps. Et donc, qui ont une autre vision des choses et que celle de, je dirais, du citoyen lambda. Ce sont tous des codeurs. C'est le cas en particulier d'Elon Musk. Alors, Elon Musk est un cas très particulier parce que lui, effectivement, il a fait sa fortune au départ, petite fortune au départ avec PayPal. Mais c'était quelqu'un qui écrivait des lignes de code. Et puis, mais il a décidé, il a dit, les méthodes de travail que j'ai introduites avec PayPal, est-ce que je ne peux pas les mettre ailleurs? Et il a dit, je vais les mettre ailleurs pour construire des fusées, parce que j'estime que les fusées sont beaucoup trop chères. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le programme lunaire. Et puis je vais faire aussi des voitures électriques. Bon, donc il a appliqué les choses. Et ça marche, puisqu'il a probablement augmenté d'un facteur 10 par rapport aux industries traditionnelles l'efficacité de son usine SpaceX qui fabrique aujourd'hui des fusées bien moins chères que les autres. Alors, donc, oui, il y a certainement des possibilités d'utiliser cela pour améliorer la productivité, effectivement. Par ailleurs, beaucoup des personnes qui sont avec moi ici sur cette estrade ont parlé effectivement de la libération. Je crois effectivement que la notion, le labeur, donc qui a été justement rappelé, cette notion qui a justement rappelé, régresse, mais il est remplacé par des tâches beaucoup plus, je dirais, riches. Parce qu'on dit, on va dans une usine, ce qui est le cas, on voit effectivement des machines qui assemblent des voitures, oui, mais les robots, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de les entretenir. Et ça, vous ne le voyez pas, parce que ce n'est pas dans les usines, c'est dans d'autres ateliers. Et c'est un travail à très haute valeur ajoutée. Et donc, parce que entretenir un robot, c'est quelque chose de très complexe, que ce soit en software ou en hardware. Et ça, vous ne le voyez pas.
Vous voyez que les usines vous disent ah, il n'y a plus personne. Mais non, c'est faux. Vous avez remplacé le travail de col bleu par des travails extrêmement beaucoup plus riches. Et derrière, donc ça, je dirais pas par ailleurs. Donc, moi personnellement, donc ça, je crois que ça, c'est une très bonne chose. On est en train d'assister on devrait assister à une diminution du labeur et à une augmentation de ce que a été rappelé l'œuvre, les travaux créatifs. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ce que je vais dire personnellement, quelle est mon inquiétude ? C'est que l'homme est peut-être naturellement relativement, pas paresseux, mais qu'on crée des boîtes noires. L'intelligence artificielle, on peut la regarder comme étant des algorithmes qui tournent à l'intérieur de boîtes noires, des algorithmes de plus en plus sophistiqués, qui en particulier acquièrent la capacité d'apprendre. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut avoir un regard critique sur ce que font ces algorithmes, sur les aides à la décision qu'ils fournissent. Et ce que je crains, c'est que les décideurs, qu'ils soient dans les entreprises ou qu'ils soient dans les gouvernements, eh bien, quand la machine, la boîte noire dit voilà ce qu'il faut faire, ils le font. Et il n'y a plus de regard critique. Le problème vous avez des algorithmes d'une complexité extraordinaire à l'intérieur aujourd'hui des systèmes complexes. Et ce que je crains, c'est que ce n'est pas les machines qui vont prendre le pouvoir, c'est que beaucoup de décideurs vont donner le pouvoir à des machines parce qu'ils ne sont plus capables de gérer la complexité du monde dans lequel ils interviennent. Il n'y a pas de regard critique sur ce qui se passe à l'intérieur de ces machines. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut voir. Voilà, écoutez, j'en resterai là pour l'instant. On y reviendra tout à l'heure. Merci beaucoup, Alain. Je vois déjà que Joël de René et Laurence de Villers veulent réagir à ces propos. Alors, on a une demi-heure pour réagir à tout ce qui a pu être marquant. Vous réagissez en 2 minutes maximum, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais lancer un peu le débat entre nous sur un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est l'émotion, l'affectif chez les robots. C'est pour Laurence. C'est-à-dire le fait, et Laurence est bien au courant de ce qui se fait au MIT avec notamment Rosalind Picard, qui a lancé le secteur de affective computing. Dans le sujet que nous avons à traiter, il y a le travail robot, la vie aux humains. Je l'ai dit tout à l'heure, la vie pour beaucoup, c'est la survie, la consommation. Mais c'est aussi la recherche du bonheur, la recherche du plaisir. Et dans la recherche du bonheur et la recherche du plaisir, il y a émotion et affectivité. Quand on a entendu tout à l'heure Guy parler, il y avait dans ce qu'il nous disait de l'émotion, de l'affectif qui ajoutait à son pouvoir de communication. Et donc de plus en plus de gens se préoccupent aujourd'hui d'introduire cette capacité affective, émotionnelle, voire empathique chez les robots et dans l'intelligence artificielle. Notre assistant personnel proactif que nous aurons au travail avec nous dans les 15 prochaines années ou les 20 prochaines années, qui non seulement me parlera dans mon smartphone ou directement, en me disant « Joël, j'ai vu que tu as recherché sur Google tel sujet, je sais que tu vas en Angleterre pour tel sujet, j'ai vu que tu avais vu il y a quelques semaines monsieur un tel ou madame un tel, peut-être que tu pourrais reprendre contact avec eux pour lancer un sujet important pour ton travail et pour celui de la Cité des Sciences. » Ça, c'est un dialogue chatbot avec un assistant personnel proactif qui va tenir compte de ce que je fais, de ce que je voudrais faire, mon plan d'action, mon programme, il me connaît. Est-ce que je peux avoir de l'affectivité et de l'émotion avec cet assistant personnel proactif? Moi, je pense que ça va être le cas de plus en plus. On a vu ce film qui s'appelle Her, dans lequel quelqu'un tombe amoureux de cette voix extraordinaire qui vient d'un ordinateur. Il y a ce livre extraordinaire de Jean-Michel Beignet et Laurent Alexandre qui s'appelle « Les robots font-ils l'amour ?», qui est un livre vraiment à lire parce qu'il est plein d'humour et en même temps il pose des vraies questions. Se développe aux États-Unis actuellement un marché incroyable des sex bots, c'est-à-dire des robots humanoïdes, tellement humanoïdes que la peau a une qualité de peau humaine, que ces robots sont capables de sensations, de sentiments, de parler quand on fait l'amour avec eux, c'est le but. Donc je pense que l'affectif et les robots, l'émotion et les robots, l'empathie et les robots va être un sujet extrêmement important pour nous dans le futur, de manière à pouvoir les aimer, qu'eux nous aiment, qu'on ait envie de travailler avec eux, qu'ils aient envie de travailler avec nous. Donc ne négligeons pas cet aspect fondamental de l'affection, de l'empathie, voire de l'amour, dans certains cas, que nous avons pour des êtres humains, que nous pourrons avoir d'une manière ou d'une autre pour des robots. Et je termine sur ce sujet important que Bensoussan a ouvert et qu'il faut quand même redire, c'est de décréter juridiquement une personnalité des robots. C'est-à-dire nous avons ce qu'on appelle des personnes morales, des personnes physiques, nous, les personnes morales des institutions. Alain Bensoussan propose une personnalité électronique.
de manière à ce que si un robot tue quelqu'un, il y a une responsabilité juridique, de manière à ce qu'on puisse taxer les robots pour faire en sorte que s'ils piquent le travail des humains, cette taxe puisse servir aux prestations sociales des humains qui ne travaillent plus, ou qui travaillent différemment, et qu'on a formés différemment. Donc oui, l'affectivité des robots est un sujet très important, Laurence le connaît bien, j'aimerais qu'on en débatte un peu, et est-ce que nous allons pouvoir tomber amoureux de notre assistant intellectuel proactif, ou notre assistante, ou notre assistant? C'est une vraie question, et il faut se la poser aujourd'hui. Alors, l'empathie des robots, donc sujet de prédilection de Laurence de Villers, qui fait la recherche sur ce sujet. Oui, c'est effectivement mes sujets de recherche que je connais bien. Il y a beaucoup de points sur lesquels j'aimerais revenir. Donc sur l'affectivité en elle-même, on travaille dans l'organisation I3E, qui est une organisation mondiale sur l'affective computing, qui est ce domaine où on essaie de mettre de l'affectif dans les machines, pour essayer de mettre des règles morales et des garde-fous. Donc c'est un sujet international pris en compte, où on va regarder qu'est-ce qu'un robot qui manipule, qu'est-ce que c'est que dire qu'un robot a des émotions. C'est de la simulation. Qu'est-ce que la manipulation, ce que les Américains appellent le nudging, c'est une espèce de coup de pouce pour vous faire aller dans la bonne direction pour votre bien-être. Quel garde-fou on doit mettre dans ces machines qui vont pouvoir effectivement vous manipuler affectivement. Alors il ne s'agit pas de vous vendre quelque chose, mais dans d'autres applications pathologiques, par exemple, ça peut être intéressant. Donc on est vraiment sur des règles qu'on essaie de mettre en place au niveau de la communauté internationale. Évidemment, ça ne sera pas des règles en dur, ça sera des préconisations. Il faut alerter la population pour que un robot qui serait vérifié éthiquement, par exemple, et un autre qui ne le serait pas, et ben on préfère celui qui a été vérifié d'une certaine manière et qui a quelques garde-fous. Alors moi, je dirais un autre point. Il faut faire attention à trop aller dans cette complexité où d'un seul coup la machine va devenir hyper intelligente toute seule. On parle d'autonomie. En fait, l'autonomie des machines, c'est pour l'instant aller se recharger sur une plateforme ou des choses assez simples. L'autonomie d'un humain, c'est autre chose. C'est une conscience, c'est un désir de faire, c'est une initiative propre que la machine n'a pas et n'aura probablement pas. Si elle peut l'avoir, ça sera aléatoirement. Ce qui n'a rien à voir avec créer une situation ou avoir l'intention de faire quelque chose. Ces intentions n'existent pas. Donc il faut faire attention à cette notion de complexité. On parle de boîte noire, on travaille aussi beaucoup dans la recherche sur l'idée d'avancer, par exemple sur le deep learning, qui est effectivement un réseau de neurones. Alors, je ne vais pas vous expliquer tout ça, ça serait compliqué, mais en gros, un modèle qui ne permet pas de comprendre quelles sont les règles appliquées. Donc c'est un modèle non explicite on essaie de contourner ces algorithmes ou d'en utiliser d'autres en même temps pour essayer d'expliciter au mieux, de rendre plus transparent les décisions de la machine. D'autre part, cette machine qui apprend à partir de grandes bases de données des fonctions qui peuvent être de détecter des animaux dans une image, n'ont pas des performances, malgré le fait qu'on vous dit qu'elles ont des performances extraordinaires, elles ne sont pas à 100%, elles font des erreurs, il y a des biais, en plus, c'est une intelligence machine. Ça n'a rien à voir avec une intelligence, ce n'est pas la même chose que l'apprentissage d'un humain, un apprentissage machine. Par exemple, si j'enlève l'œil du lion et je fournis cette image à ma machine qui a appris les lions, elle va me dire qu'elle ne reconnaît pas un lion. Parce qu'il lui manque un bout, pourtant l'humain voit bien que c'est un lion. Il y a des images qu'on va générer à travers un réseau comme ça, qui seront n'importe quoi pour un humain, et pourtant la machine va vous dire avec un haut taux de performance, ici c'est un lion. J'ai vu aussi des images qui étaient juste la savane, et on me disait, là c'est un lion, disait la machine. Ah ben non, elle avait appris juste le contexte dans l'image. Donc vous voyez, à travers ces trois petits exemples, qu'il y a des limites, il y a des biais, les chercheurs sont en train de travailler là-dessus. Malgré tout, c'est des performances intéressantes qu'on peut obtenir avec ces machines. Comme vous le disiez, la complexité vient du fait que non seulement on utilise des algorithmes de ce type-là d'apprentissage profond, mais en plus on les combine avec d'autres algorithmes qui apprennent aussi. Et tout ça fait un ensemble hyper complexe. AlphaGo, c'était deux algorithmes de deep learning, un algorithme qui fait de l'aléatoire qu'on appelle Monte Carlo, un autre algorithme qui apprend en continu en s'adaptant. Et c'est quelque chose d'extrêmement complexe pour le tout un chacun. Donc il faut apprendre aussi à tracer, à rendre plus transparent et à commencer à voir comment on évalue ces systèmes de façon à les rendre moins opaques pour tout le monde. Donc ça, c'est un des sujets qui m'intéresse beaucoup. On va essayer d'être assez court pour les commentaires. Juste pour terminer sur les émotions. Donc il y a des chercheurs qui parlent de souffrance des robots. Évidemment, il ne faut pas les écouter. Un robot, ça ne souffre pas, ça ne ressent rien. Dieu n'a pas mis d'étincelles créatives dans un robot. Moi, j'aime pas tellement qu'on parle autant de Dieu dans cette affaire. Il n'y a rien lié à quelque chose
parallèle où on aurait d'un seul coup une conscience qui arriverait de je sais pas où. Ce sont des outils qu'on cherche à faire chaleureux pour réagir mieux avec eux, interagir plus facilement avec eux. Mais il faut garder en tête que l'humain, lui, interagit socialement, toujours avec cette faculté affective. Donc même si vous regardez un robot aspirateur qui traverse votre salon, le robot aspirateur, vous pouvez lui donner des intentions. Moi, j'ai reçu des courriers d'électrices, l'aspirateur traverse le salon, s'arrêtait au milieu, la dame me demandait « Que pense-t-il » Si jamais il a un obstacle devant lui, va-t-il être mécontent ? Que dire à mes enfants? Cette machine est autonome. Le mot autonome est galvaudé un peu partout. Elle est autonome, elle va se recharger toute seule. Elle fait le ménage toute seule. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Cette opacité, il faut arrêter. Il faut qu'on explique un peu plus. Il faut arrêter de faire croire des choses qui n'existent pas. Donc, l'affect, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est extrêmement important dans les machines, à condition qu'on sache bien réguler, qu'on mette des règles éthiques dans tous ces systèmes. Joël, donc en 1 minute, ensuite Guy Valencien, puis Françoise Mercadal. Et Jean-Gabriel. 1 minute pour lancer le thème justement de la stratégie des entreprises, de la stratégie des États vis-à-vis du jeu. C'est-à-dire le jeu stratégique de gagner vis-à-vis de la concurrence, de gagner vis-à-vis d'un autre pays. Il y a des simulations de jeux de guerre, des simulations de jeux d'entreprise. Et là, l'émotion va jouer un rôle extrêmement important, je le sais, pour le cas de AlphaGo de chez Google, l'ordinateur de Deep Learning qui a gagné au jeu de Go Lee Sedol, le champion du monde, et récemment un jeune de 19 ans qui a été battu, un jeune chinois, parce que la machine, non seulement elle utilise la stratégie du joueur qu'elle a apprise en quelques secondes, 50 stratégies, mais de plus en plus la machine utilise et va utiliser l'émotion de la personne, parce qu'elle est capable de détecter par des caméras qui regardent son body language, le mouvement de ses sourcils. Il va agir sur la stratégie qu'il a appris, de la manière dont le type a joué pendant 5 ans, il a appris en 5 minutes, mais la manière dont son corps se modifie. Donc l'émotion de la personne va être transparente pour l'ordinateur. Et de plus en plus, ça va jouer un rôle dans le management complexe du futur, à la fois pour les politiques vis-à-vis des États et en même temps pour les managers de demain. Alors le problème que je pose en terminant, parce que c'est un sujet absolument passionnant, c'est le fait que cette émotion à laquelle vont se doter les ordinateurs pour détecter nos stratégies et éventuellement nous battre au jeu ou nous battre stratégiquement pour la concurrence, elle crée le fait que les algorithmes de plus en plus fonctionnent d'une manière qu'on ignore. Beaucoup de chercheurs en informatique ne savent plus tellement comment les algorithmes fonctionnent entre eux. Et d'ailleurs, je cite comme exemple Google Brain, qui a développé le dialogue entre 2 ordinateurs avec 3 personnes, entre guillemets, informatiques pour les évaluer, Yves, John et Bill, qui étaient censés parler entre eux, et Yves était censé évaluer ce qu'ils disaient. On n'a rien compris de ce qu'ils disaient, parce que ces ordinateurs ont inventé un langage tellement encrypté que les humains eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils se disent entre eux. Donc l'affectif, d'accord, l'émotion possible, mais le fait que les langages inventent entre eux, les algorithmes et les ordinateurs, des langages que nous ne comprenons plus, c'est un autre problème aussi auquel il faut réfléchir. Alors, Guy Valencien, ensuite je sais que Jean-Gabriel et Alain Duport ont sûrement des petites remarques à faire sur ce qui vient d'être dit. Oui, juste 3 petits points. C'est vrai que nous sommes empathiques, mais nous le sommes depuis toujours avec tous les objets. Je veux dire, on a eu des doudous, des petits nounours et des poupées qu'on adorait. Il y a des objets qu'on déteste, on va les jeter, et d'autres que l'on veut garder près de soi. Ça ne m'inquiète pas. Et on sait très bien que les vieilles personnes dans les maisons de retraite adorent les petits phoques paro qui leur font quelques petits gestes comme ça, qui leur disent un peu bonjour. Ça les déstresse énormément, donc ça me va. Mais je ne vois pas du tout l'inverse. Et quand on parle d'émotion de la machine, je me marre. Vraiment, c'est quelque chose de grotesque. Je veux dire, voilà, attendons et on verra bien ce qu'il y aura. Mais je ne me vois pas faire l'amour avec une machine, pardon. Mais les Japonais le font. Parce qu'ils ont une relation shintoïste où toute matière a une âme. Nous ne sommes pas dans le même monde. Méfions-nous que nous ne pensons pas la même chose. Il existe encore des civilisations sur cette foutue planète bleue. La deuxième chose, c'est que je suis convaincu que la vraie différence qu'il y a avec la machine et nous, demain, quelle que soit son intelligence et sa puissance, c'est qu'elle sera incapable, absolument incapable, de se sacrifier pour un idéal. C'est ça qui fait mon humanité, même par rapport à l'animal. Donc là-dessus, merci les constructeurs de robots. Vous serez toujours à la ramasse par rapport à cette possibilité de dire non, de se lever. Car quand vous regardez l'histoire, c'est toujours des hommes et des femmes qui sont allés contre complètement l'état des lieux, l'établissement. Et c'est ça qui est fabuleux. Et c'est parfois une seule personne qui a été capable de soulever des peuples entiers. Donc c'est ça notre humanité. Elle est totalement différente de ces machines qui se ressemblent toutes. Et je finis par dire que
la puce de silicium n'a vraiment rien à voir avec un neurone. Merci. Vive l'humanité. Alors, Laurence, très rapidement. La grève de la faim est un bon exemple. Tous les signaux internes te disent tu vas mourir, mange, bois, et tu fais la grève de la faim. Donc tu as un idéal qui te permet d'aller plus loin que ton système de warning. Juste Alors, pour Laurence, revenir, rapidement, voilà. Jean-Gabriel. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Ce qu'on fait, c'est une simplification monstrueuse, à la fois sur le neurone et les réseaux neurones, puisque c'était l'objet de ma thèse aussi, et sur les émotions. Hein. Là, il n'y a aucune... et en plus, on ne cherche pas à réaliser un humain réellement. On cherche des fonctionnalités pour aider des gens dans des situations. Maintenant, moi, ça me fait pas peur, ces sujets sur l'affectif. Maintenant, l'homme projette des choses, hein, donc il faut lui apprendre que, effectivement, son nounours, c'était avant, mais maintenant, il y aura des tas de machines autour de lui qui vont faire la même chose, qui vont lui proposer des situations. Au Japon, on a vu des phénomènes différents. Effectivement, sont en train de monter des gens qui créent des robots à l'image de l'homme, des géminoïdes, des clones d'eux-mêmes, qui vont avoir des capacités langagières autant que Siri, Google Home, etc. Il faut aussi se demander, est-ce qu'on veut ça? Et est-ce qu'on peut prendre la personnalité de quelqu'un? Je sais que Scarlett Johansson est faite en Corée sous forme d'un robot féminin qui pourrait devenir plein de robots sexuels. Donc il y a quand même des règles à mettre. Moi, j'ai une petite angoisse autre que celle-ci, c'est notre futur monde global. Parce que les robots, tout ça, ça m'inquiète pas. Coder, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et les codeurs, faut pas les ramener à des codeurs. Ils pensent aussi, hein, je pense qu'on est tous assez vigilants sur ces sujets. Il y a un autre sujet qui en fait, c'est l'IoT, l'Internet of Things. Les objets connectés. Ces robots sont des objets, ils sont connectés sur un réseau énorme qui interagit tout ensemble. Ce réseau-là va devenir un truc monstrueux. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme garde-fou sur ce réseau? J'ai pas dit que ça devenait super intelligent, j'ai dit juste attention au partage de toutes ces connaissances. Et d'autre part, qu'est-ce que va devenir notre journée à nous dans une pièce? Est-ce qu'on sera écouté par les murs, le téléphone, son automobile va venir nous chercher, on va être hyper connecté partout, tout ça va faire un brouhaha. Et quand vous dites que les machines apprennent entre elles un langage particulier, elles apprennent pas grand-chose. Ce sont des concepts absolument qui veulent rien dire pour un humain et qui pour les machines ne veulent pas dire grand chose non plus. Donc c'est très simpliste ce qu'une machine est capable d'apprendre à part par une interaction avec une autre machine. Et d'autre part, quand vous disiez aussi le joueur de Go, moi j'ai beaucoup travaillé avec ces gens qui avaient entraîné le système qui a battu AlphaGo. Effectivement, c'est 5 minutes peut-être pour comprendre la stratégie sur un coup, mais c'est des heures de chercheurs avant, c'est 100 super ingénieurs très intelligents et plein de parties jouées par des maîtres du jeu de Go qui ont fait ce que cette machine est devenue aussi intelligente pour battre quelqu'un au jeu de Go. Et il ne s'agit pas non plus de lui demander de jouer aux dames, hein, elle ne sait pas, hein, elle joue au Go. Et d'autre part, la guerre entre les différents pays, qui est assez extraordinaire, que j'ai vu passer, c'est la Chine, la Corée et le Japon, qui étaient tous les trois des pays où ce jeu, pour eux, est fondamental, hein, fait partie des jeux dans la société qui montrent un niveau intéressant, etc. Eh bien, ils étaient vers que ce soit des anglo-saxons qui aient créé une machine qui battait leurs champions. Donc en ce moment, ils ont mis beaucoup d'argent pour arriver à faire une machine qui va battre AlphaGo. Alors Jean-Gabriel maintenant, puis François, je crois, Oui, vous voulez intervenir. Si je peux me permettre. D'abord, peut-être rappeler un tout petit peu sur le Japon. Il y a une tradition, effectivement, animiste. Hein, et lorsqu'on parle d'émotion des machines, bon, bah, il faut bien être clair, c'est une projection. Donc ça relève tout à fait de l'animisme. Et bon, ça ne pose aucun problème. Hein. Alors, effectivement, il y a des cultures où c'est plus traditionnel, mais ça ne pose pas de problème. En revanche, moi, je crois qu'il y a deux autres questions qu'il faut débattre ici, plus que la question des émotions, parce qu'on en a vraiment vite fait le tour hein, de cette question-là, parce qu'on sait bien sûr qu'il s'agit qu'une émotion attribuée à un moment donné qui rend beaucoup de services. Mais il y a deux autres questions donc, qui me semblent importantes si on veut regarder l'avenir en face et essayer de transformer un peu le monde de façon positive. La première, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est celle de la responsabilité des agents autonomes. Et bien sûr, certains, comme Alain Bensoussan, proposent, ou comme une députée européenne, Madi Delvaux, propose de doter les agents autonomes d'une personnalité juridique et de faire payer une taxe sur les robots. Alors là, c'est un vrai sujet de débat, parce que moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Et je ne suis pas d'accord pour différentes raisons. D'abord parce qu'une personnalité juridique des robots, ça ne résout pas les problèmes. Vous avez parlé d'accident. S'il y a un accident, s'il y a un crime, d'abord, ça relève du pénal, et je ne suis pas certain que la personnalité juridique permette d'évaluer au pénal. Mais indépendamment de ça, il me semble que ce qui est important avec le robot, c'est qu'il n'a pas justement de conscience de soi. Et donc, ce qu'on fait avec une personnalité juridique, c'est faire payer
le robot, et donc ça veut dire qu'il y a un fonds d'assurance qui est quelque part, qui va être abondé, on ne sait pas par qui, et d'autre part, si on fait payer le robot, ça veut dire qu'on fait l'économie de l'enquête. Et je pense que si on veut progresser en cas d'accident, eh ben c'est qu'il faut vraiment faire une enquête jusqu'au bout pour savoir qui est responsable. Est-ce que c'est l'utilisateur? Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est la personne qui a entraîné le robot dans des situations défavorables? De même, la taxe sur les robots, alors ça pose un problème, parce que moi je pense qu'au contraire, il faudrait payer les industriels pour les encourager à utiliser des robots, parce que c'est justement ce qui va permettre de rendre l'industrie plus compétitive. Et donc, il faut au contraire rénover, à mon sens, le monde dans lequel on est, et pas avoir une vision malthusienne qui viendrait à conserver des modes de travail anciens. Et ça, je crois que c'est tout à fait pour l'avenir. Je pense que c'est vraiment important. Heureusement, le Parlement européen n'a pas adopté dans sa résolution le projet de texte de Madi Delvaux sur ce point-là. Elle l'a adopté sur d'autres points. Certains candidats au présidentiel avaient pris ça en charge, et je pense que c'est quand même tout à fait discutable. Donc ça, c'est le premier aspect. Puis le deuxième aspect, et là-dessus, on va certainement pas être d'accord, je suis sûr que personne n'est d'accord, mais je crois qu'il faut bien voir qu'on a changé de monde. Et le travail a changé de nature. C'est ce qu'on a essayé de dire. Et ça veut dire que la comptabilisation du travail, il faut arrêter de la calculer en nombre d'heures passées à l'établi. Le 35 heures, c'est un autre monde, et je pense qu'il faut bien comprendre que le travail est nouveau, qu'il faut l'évaluer de façon différente, et qu'il faut inclure dans le travail tout un tas de choses qui sont la réflexion, le temps de récupération, le temps de création effectivement, le temps de formation. Et ça, je pense que ce sont les grands enjeux de l'avenir, et j'espère qu'on va en convaincre l'ensemble de la société, et ensuite en convaincre les hommes qui sont aujourd'hui au pouvoir, dont je suis presque certain qui sont, et les femmes aussi, donc, oui, surtout les femmes d'ailleurs, en l'occurrence, et dont je suis presque certains qui sont d'accord avec ce point-là. Merci. Alors Françoise va répondre tout de suite, puis Alain Dupart. Il nous reste 10 minutes, alors essayez d'être Tellement relativement d'accord court. avec Jean-Gabriel sur la fin de sur sa conclusion. Mais quand même, moi, je trouve que le sujet de l'émotion est extraordinairement intéressant, parce qu'on s'est longtemps protégé en disant mais toutes ces machines, etc., ce ne sera jamais des hommes, parce qu'ils n'ont pas d'émotion. Puis en fait, évidemment, la science progresse et elle va continuer de progresser. Et ces robots ou ces intelligences procurent chez nous un certain nombre d'émotions. Et surtout, ils sont désormais capables de comprendre les nôtres. Et ça les met dans une situation progressivement de nous remplacer dans de plus en plus de tâches. Je donne 2 exemples très concrets. Nous, on s'éveille à tous ces trucs-là, et donc on a un petit paper qui circule. Autrefois, je visitais une de nos équipes qui bosse avec un paper. L'attitude de l'équipe face à Pepper était l'attitude de papa et de maman face à un de leurs petits garçons. Ils étaient là, je le voyais, ils leur donnaient des petites tapes comme ça sur la tête. Donc il y a une interaction émotionnelle qui se crée avec cette machine. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que dès lors que les intelligences artificielles sont capables de comprendre nos émotions, elles sont infiniment plus efficaces que nous. Je prends l'exemple des centres d'appel, par exemple. Vous savez que les centres d'appel aujourd'hui, les centres téléphoniques, de toutes les industries de services, sont les plus grands pourvoyeurs d'emplois, et surtout d'emplois non qualifiés. Bon. Quand vous remplacez dans ces centres d'appel des hommes ou des femmes par des intelligences artificielles, vous obtenez des taux de satisfaction des gens qui appellent qui sont infiniment supérieurs à la réponse d'un humain. Parce que la machine, elle se fatigue jamais. La machine, si elle se fait engueuler, est capable de répondre, parce qu'on l'a programmée, bien sûr, pas de mythologie autour de tout ça, mais elle est capable de se comporter toujours avec beaucoup d'empathie. Elle est capable de comprendre si la personne, au son de sa voix, l'analyse du son de la voix, fait qu'aujourd'hui, la machine est capable d'interpréter si vous êtes énervé, si au contraire vous êtes content, si, etc., etc. Donc, une efficacité relationnelle infiniment supérieure à celle de ces pauvres étudiants qui ont, pour certains d'entre eux, fait 5 ou 6 ans d'études supérieures, qui n'ont pas trouvé de boulot ailleurs et qui se retrouvent là-dedans. Donc, ce que je veux dire, c'est que on peut toujours repousser la limite, on peut toujours se dire qu'on est infiniment différent. Dans la réalité matérielle des choses, dans le concret du travail, il faut se faire aucune illusion. La capacité de remplacement et de substitution des hommes, des humains, par ces machines va aller de manière galopante. Et donc, il faut qu'on en soit totalement conscient pour justement
inventer le travail de demain. Et je crois que c'est vous, et ça m'avait tellement marqué lors d'une émission, vous aviez dit, mais enfin, c'est quand même pas possible qu'avec 7 milliards d'humains sur la Terre, on n'ait plus rien à faire. Il y a véritablement à inventer la nouvelle contribution sociale, la nouvelle contribution sociétale. Et ce qui va être beaucoup plus compliqué, c'est il va falloir qu'on invente la façon de la rémunérer. Je crois que la valorisation de ces nouvelles contributions est quelque chose qui est vraiment notre tâche créative à nous tous qui sommes des responsables d'une façon ou d'une autre des prochaines années. Alors Alain Dupas, une réaction, puis Laurence, je crois que vous vouliez réagir rapidement. Oui, il y a une chose qui me frappe après tout, c'est quelque chose qui manque, il me semble, dans toute cette discussion. Je ne crois pas que le mot jeu vidéo ait été prononcé. Or, pour une bonne partie des jeunes, et d'ailleurs maintenant de moins jeunes, les jeux vidéo, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et comme vous le savez, les circuits électroniques les plus performants aujourd'hui, et parmi les logiciels les plus sophistiqués aussi, ce sont ceux qui sont dans les consoles de jeux vidéo. Et ça, et d'autre part, ça a une importance considérable pour les jeunes. Pour mon fils de 20 ans, il est très clair que les jeux de stratégie, tous les jeux de vidéo sont extrêmement importants. Je pense qu'il a passé beaucoup plus de temps qu'à lire, ce qui n'est pas forcément une grande réussite de ma part, mais c'est quelque chose, les jeux vidéo, et les jeux vidéo avec ce qui arrive, à savoir la réalité virtuelle. Parce que les jeux vidéo vont aller de plus en plus vers la réalité virtuelle, c'est-à-dire que non seulement la personne qui jouera sera devant un écran, mais elle sera immergée dans un système dans lequel j'ai été, aux États-Unis, dans différents laboratoires. C'est extraordinairement impressionnant. Et on arrive à ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je vous conseillerais la lecture d'un vieux livre de science-fiction d'Arthur Clarke qui s'appelle La Cité et les astres, dans lequel tous les êtres humains n'ont plus véritablement d'activité, mais vivent entièrement ensemble dans un univers virtuel. Et c'est un roman tout à fait superbe. Donc ça, les jeux vidéo, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important. D'autre part, moi, ça a été très justement dit à l'instant, c'est à savoir effectivement la notion de travail qu'on s'est complètement transformée. La notion de 35 heures, effectivement, passer devant son écran ou sur son établi, ça n'a plus beaucoup de chance. C'est pour ça que personnellement, je considère que, et pas seulement personnellement, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Si vous regardez les différentes classes de travailleurs à une époque, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans les champs, puis après ceux qui travaillent dans les usines, et après ceux qui travaillent dans les services. Vous avez de plus en plus ceux qui travaillent d'une manière dite créative. Bon, aux États-Unis, il y a le mot de classe créative. Alors, le mot classe, c'est assez difficile à employer, mais enfin, c'était quelque chose de fondamental. Comment vous rémunérez effectivement cela? Parce que beaucoup de tâches créatives ne sont pas rémunérées ni organisées de manière conventionnelle. C'est pour ça que personnellement, j'ai toujours été partisan du revenu universel, puisque d'une certaine manière, ça peut permettre de rémunérer l'activité humaine fondamentale qui est fondamentale pour toute la société. Donc ça, je crois que c'est une question fondamentale. Personnellement, moi, j'ai écrit un article qui s'appelait « Vers la société de création », parce que je pense que de plus en plus, effectivement, avec le labeur en passant aux machines, avec le soutien pour beaucoup de choses des algorithmes pour faire fonctionner la société, il y aura de plus en plus de temps pour créer. Et alors, il y a des activités qui sont bien reconnues comme l'activité de recherche, des activités d'artistes, mais ça va bien au-delà de ça. La créativité humaine, elle est extraordinairement large, très difficile à répartir en catégories. Donc, un revenu universel, ça peut être une première approche. Maintenant, je vais aborder un instant un sujet qui m'est vraiment complètement étranger parce que j'ai jamais été manager dans mon existence, dans une entreprise. Mais le problème, je me demande, et ça c'est une question après pour ceux qui sont dans des entreprises qui s'occupent de management, quand le patron est un algorithme, comment est-ce que les employés réagissent? Et on y va.
d'une certaine manière. Et cette notion de patron et l'algorithme, ça peut passer au niveau non seulement des entreprises, petites et grandes, mais de l'État. Alors là, ça va ouvrir un nouveau débat. Je pense que je vais passer, mais très vite, Laurence. Ouais. Puis Guy avait un mot à dire et la conclusion de Joël de René. Très bien. Moi, je suis tout à fait d'accord pour revoir ce que c'est que travailler. Le nombre d'heures n'est pas effectivement la mesure qu'il faudrait avoir actuellement. Maintenant, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur la compréhension des émotions dans les chatbots. Hein. C'est mon domaine de recherche, je crois que je le connais bien. Je pense que c'est très abusif de parler de compréhension des émotions parce que la machine ne fait que détecter les expressions dans la voix. Hein. C'est mon sujet de le faire dans la voix. On travaille sur l'énergie, le timbre de la voix et le rythme de la voix pour détecter quelques émotions, notamment la joie, la colère, la peur, la tristesse, sans beaucoup de nuances. Donc il faut arrêter de dire que c'est quelque chose qui est déjà acquis dans la société. On a des systèmes très rudimentaires de détection des émotions. Donc voilà, je vais juste redire que ce n'est pas de la compréhension en tout cas, c'est de la détection. Comprendre, la machine ne sait pas, elle ne comprend pas. Il y a très peu de choses sur la compréhension. C'est le Graal actuel de tous les chercheurs Facebook, Google, c'est essayer de mettre de la compréhension, du sens dans ces machines. Elles apprennent des corrélations de faits. Maintenant, je voudrais revenir aux emplois. Les emplois, il faut les considérer maintenant sur une division du travail en tâches. Est-ce que c'est techniquement faisable par une machine? On devrait se poser cette question en premier. Est-ce qu'il faut une intelligence émotionnelle pour faire une tâche? Certaines tâches vont nécessiter une intelligence émotionnelle très fine que n'aura pas la machine. Donc il ne faut absolument pas la dédier à ce moment-là à une machine. Ensuite, est-ce qu'il faut une intervention manuelle complexe au sein de la décision de la machine? Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Est-ce que c'est socialement acceptable? Je pense que c'est quelque chose aussi sur lequel on a un levier. On ne va pas faire tout et n'importe quoi, remplacer nos décideurs par des machines. C'est d'un ridicule et honteux d'essayer de faire ça. Alors on essaie de faire de temps en temps des tentatives une machine va décider pour quelqu'un à un certain niveau, mais socialement, on a notre mot à dire. Qu'est-ce qu'on cherche à faire dans la société avec des machines qui sont assez imbéciles pour l'instant, qui ont des facultés d'intelligence artificielle qui n'ont rien à voir avec l'intelligence humaine. Il faudra arrêter de parler d'intelligence d'ailleurs. Et du coup, moi je trouve ça désolant qu'on soit sur l'idée que dans la société, on va remplacer beaucoup de nos activités par des machines. Certaines tâches, certes, peuvent être faites de façon spécifique, de façon très performante par des machines. C'est ça qu'il faut chercher, cette complémentarité entre ce que la machine sait bien faire, ce que l'humain sait bien faire. Laurent, donc Guy Valencien, rapidement. Là, notre temps est terminé quasiment, donc il nous reste vraiment quelques minutes. Juste un mot. Non, mais embrassons toutes ces technologies, il n'y a aucun problème, surtout pas de limite, je l'ai dit. Au contraire, il faut les accepter pour partager le travail, ou nos actions, ne parlons plus de travail, mais nos actions avec eux. En revanche, ce qui me frappe dans ce monde-là, ce monde de polymère, ce monde de métal, ce monde de connexion, c'est qu'on ne parle jamais d'amour, ni de haine. Jamais. On est dans le froid d'un système à la puissance X. On n'est jamais dans la densité de l'être. Et je suis convaincu que plus nous serons face à ces écrans, plus nous serons connectés, plus nous aurons envie de nous retrouver comme ça, ici, en présentiel ou sous la voûte étoilée, autour d'un feu, pour taper et chanter, parce que c'est ça l'homme. Et nous serons les Cro-Magnons du XXIe siècle, peut-être, mais nous le serons, nous resterons ce que nous avons toujours été, des êtres de relation. Vive l'humanité. Joël de René, la conclusion. Alors, c'est difficile évidemment de faire une conclusion. Je suis heureux en tout cas d'avoir lancé le débat sur cette question de l'émotion éventuelle des ordinateurs par rapport aux humains, sur cette notion des ordinateurs qui créent des algorithmes ou qui créent des langages, comme le dit Laurence, qui ne sont pas des vrais langages, mais néanmoins sont la capacité pour eux de communiquer sans qu'on comprenne ce qu'ils se disent. Je pense que Guy nous a rappelé tout le temps, en tant que médecin, en tant qu'humaniste, l'importance des qualités humaines par rapport à ces robots. Ce qu'il vient de dire à la fin sur le lien humain, le lien social est absolument fondamental et c'était tout à fait nécessaire. Laurence, elle est dans son boulot, donc elle rappelle quelque chose, elle fait une critique constructive, bien entendu, mais une critique quelquefois un peu négative de ce que l'on est en train d'essayer de prédire. C'est pourquoi je préfère le pragmatisme constructif de Françoise et celui de Jean-Gabriel, parce qu'ils nous disent, bien sûr, ce n'est pas les qualités des humains dont les ordinateurs s'emparent, ce n'est pas du tout l'intelligence humaine et émotionnelle, mais néanmoins, ça progresse dans un sens qui va dans cette direction-là, et le fait que ça va dans cette direction est une nouvelle étape de nous vis-à-vis de cette nouvelle espèce que nous avons créée, qui s'appelle les robots et l'intelligence artificielle. À nous de dialoguer avec cette nouvelle espèce que nous avons créée,
Alors, elle a ou elle n'a pas une entité juridique, elle n'a pas une relation émotionnelle telle que la nôtre, mais néanmoins, ça progresse tellement vite que nous devons en tenir compte dans nos relations stratégiques, à la fois politiques, économiques, managériales, pour construire ensemble le futur et non pas le subir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Bravo pour le timing.